Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Culte Podcast et j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut. Comment ça va, Tim? Salut Max, ça va très bien et toi? Eh bien, un petit peu mitigé. Donc aujourd'hui, on va discuter uniquement de cinéma. Et de mon côté, il y a quand même plusieurs grosses déceptions. On en discutera. Et aussi, il faut annoncer qu'on ne parlera pas de livres du tout. Donc c'est un petit peu comme s'il y avait eu un feu, un incendie, l'équivalent de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie à l'époque. Donc on a perdu tout ce qu'on avait. On se concentre uniquement sur les films. Pour commencer, on peut discuter du film qui a tout raflé aux Oscars. Donc c'était dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi pour nous. C'est le film Everything, Everywhere, All at Once, qui est traduit, du moins le titre pour le Québec et peut-être en France, par tout, partout, tout à la fois. Il n'y a pas de traduction en France, je pense. C'est un peu Non. Ça sonne pas très bien en fait, je pense. Non, c'est vrai. Le titre ne fonctionne qu'en anglais apparemment. Alors ça, c'est un film, pour être honnête, j'ai été le voir et je pense qu'il y avait peut-être une malédiction au départ parce que j'étais censé aller le voir en février. Donc j'étais en route pour la salle de cinéma et la salle était plongée dans le noir. Donc tout le cinéma de quartier était plongé dans le noir avec coupure de courant et séance à reporter. Donc, par la suite, je suis parvenu à obtenir un autre ticket pour une séance suivante et j'y suis allé de manière assez innocente et naïve. Donc, je ne connaissais pas vraiment le sujet du film. On en avait un petit peu parlé. Tu m'avais dit qu'il s'agissait d'une histoire de metaverse, sans plus, en lisant rapidement le synopsis peut-être. Et j'étais très surpris parce que je ne m'attendais pas à une comédie. Commencer et encore moins une comédie avec une grosse base de science-fiction. Donc on est en fait dans un film où on suit une famille, la première génération, si je me souviens bien, d'immigrés chinois. Donc ils sont basés aux États-Unis. Ils ont un business qui est plutôt prospère, une sorte de lavoir automatique, mais ils sont audités par le IRS, qui est le bureau des impôts local. On a dans le rôle de l'auditrice Jamie Lee Curtis, qui joue assez bien. Je pense, si je ne me trompe pas, elle a reçu l'Oscar du second rôle. Meilleur second rôle, plutôt mérité. Pour revenir au film en lui-même, donc c'est un film qui démarre de manière assez régulière. On comprend un petit peu les problèmes, les tensions dans la famille. La famille arrive assez rapidement à ce bureau des contributions et tout bascule en fait dans l'ascenseur où le mari donc de Michelle Yeoh, donc c'est l'actrice qui a obtenu le prix de la meilleure actrice, lui indique que c'est très compliqué en fait. Il paraît de toute façon que c'est extrêmement compliqué. J'entendais encore des critiques qui disaient qu'en fait c'est presque impossible à résumer et qu'il faut vraiment suivre. Donc je pense qu'on t'excusera. Oui, merci de m'excuser parce que comment expliquer ça? En fait, le film est basé à beaucoup de références au cinéma asiatique, chinois, mais aussi au cinéma américain. Donc, dans l'ascenseur, son mari va lui dire « Je pense que tu es l'élu. Je pense que tu es vraiment the chosen one. Mais il va falloir qu'on fasse des tests. » Donc, il va lui expliquer tout ce système de metaverse où il y a des univers parallèles dans lesquels elle va devoir se plonger quelques instants pour obtenir des aptitudes qui vont lui permettre de se défendre dans la scène actuelle. Elle doit être en mesure de réussir une sorte de mission ou de gage pour débloquer ce genre de pouvoir. Donc, ça reste assez compliqué et une des aptitudes les plus utilisées à travers le film, c'est en fait une sorte d'aptitude au combat. Donc, on va voir Michelle Yeoh, donc l'actrice, se battre, faire pas mal de scènes de kung-fu. Ça part un petit peu dans tous les sens. On utilise le mobilier, on utilise un peu tous les objets qui nous entourent pour se battre, pour échapper à l'auditrice, donc Jamie Lee Curtis, qui devient un monstre tout d'un coup, qui commence à la poursuivre, qui veut la tuer. Et il y a vraiment une sorte de, comment dire, on passe d'un univers à l'autre. Donc c'est très compliqué à expliquer, c'est parfois un petit peu confus et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de kung-fu. Donc, pour être honnête, je comprends l'idée du film. C'était surtout basé sur essayer de placer pas mal de gags dans un film avec un petit côté science-fiction, un petit peu aussi bricolé tout autour. Et j'ai un petit peu du mal quand même à comprendre comment ce film a obtenu l'Oscar du meilleur film. Parce que je dois dire que je reconnais que Michelle Yeoh
pourrait mériter son Oscar. Le rôle n'est pas évident. Il est assez bien joué également pour le style du film, pour ce genre. L'Oscar du meilleur second rôle pour Jamie Lee Curtis. Pour Jamie Lee Curtis, mais aussi pour Ke-Huy Quan, donc son mari dans le film, sont, je dirais, aussi mérités. Mais de là à ne rien donner, par exemple, à Tar, donc on peut faire une transition vers le film Tar, ça reste une insulte et je trouve que c'est presque criminel d'ignorer Tar et de ne rien offrir à ce film-là. Donc ça m'a assez déçu. Je comprends que ça reste un prix assez important pour Michelle Yeoh, pour tous les acteurs asiatiques aussi. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est la première actrice asiatique ou d'origine asiatique à recevoir un Oscar. Donc c'est assez important d'avoir, entre guillemets, des premières fois pour après ouvrir la voie à tous les autres acteurs et actrices. Mais oublier Tar, je ne pense pas que c'était vraiment justifié. Et puis dans les autres films quand même qui étaient nommés, il y a il a peut-être eu trop de récompenses jusqu'ici, mais il y avait quand même le Triangle of Sadness. Là, en termes d'inventivité aussi, de nouveau, de langage cinématographique, on avait vraiment quelque chose d'assez nouveau, en tout cas d'assez original, qui aurait pu être plus récompensé aussi. Et puis on en parlera un peu plus loin, un peu plus tard de Fabelmans. Moi, je trouve qu'ignorer Spielberg là, je trouve ça, c'est très très étrange aussi. Donc ouais, moi j'ai pas vu Everything Everywhere All at Once et je dois reconnaître que j'irai pas le voir parce que du coup il y a une ressortie un peu en Belgique puisque certains cinémas le reprogramment à nouveau. Mais vu tout ce qu'on en a dit, c'est déjà pas mon genre de film. Je pense que je m'y retrouverai pas. Non, et puis je pense que j'ai bien accroché pour la première heure du film. Donc j'ai trouvé le concept assez intéressant. Et puis j'ai eu l'impression qu'on ne parvenait pas à se défaire de toutes ces scènes de kung-fu. Donc je suis d'accord avec l'idée du multivers. Donc pourquoi pas prendre comme ça des skills, des aptitudes pour avancer dans l'histoire. Mais c'était souvent un retour à une capacité bien précise qui était de se battre, de faire des scènes de kung-fu un petit peu dans tous les sens, en prenant pas mal de références à des films assez connus. Donc Matrix a eu une grosse influence. Je pense que sûrement des films de kung-fu ont aussi bien influencé le film. L'histoire aurait pu être un peu plus forte si on avait utilisé peut-être des aptitudes différentes ou des informations d'univers différents pour l'histoire. Cela dit, le multiverse, c'est pas la première fois qu'on a ça au cinéma. Le deuxième Doctor Strange en parlait déjà. J'ai pas vu, j'ai juste vu le premier. Voilà, c'est pas, certes, ça n'a pas été encore beaucoup exploité au cinéma, mais ce n'est pas non plus la première fois. Non, je pense ici ça aurait pu être intéressant si on avait utilisé pas forcément un multiverse dans le sens. L'idée c'était vraiment d'avoir des vies, des trains de vie ou des expériences de vie différentes dans chaque univers et d'essayer de tirer profit de toutes ces expériences pour avancer dans l'univers alpha, l'univers actuel. Ça a été, il y a eu un abus de kung-fu, je pense, au final. Donc, je vais m'arrêter là pour l'explication peut-être un peu confuse sur le film qui est assez compliqué à expliquer au départ. Il y avait de bons sentiments, mais je pense il y a eu il y a eu quelques excès. Mais c'est en fait un film d'excès. C'est un film d'excès avec plein de gags, qui est très fantasque. Le titre résume parfaitement, en fait, c'est tout, c'est partout et c'est tout en même temps. Donc, il manquait peut-être trop alors dans le titre. Alors, mais puisque tu évoquais Tar, parce que le premier à l'avoir dit, effectivement, moi en tout cas, quand j'ai vu le résultat des Oscars, c'est ce qui m'a vraiment déçu en fait. Parce que je parlais du film dans un instant, elle expliquait de quoi ça parle. Mais la performance de Cate Blanchett avait été unanimement appréciée, reconnue. Et moi, ce qui m'avait terriblement marqué, c'est à quel point elle rendait son personnage vivant. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? On suit en fait une immense chef d'orchestre qui a une renommée internationale, qui a un peu partout. Et voilà, quelqu'un de vraiment très, très reconnu. Personnage tout à fait fictif, plutôt spécialisé en musique contemporaine. Et ce que le réalisateur Todd Field, je pense qu'il a fait assez peu de films jusqu'ici, donc plutôt quelqu'un qui se fait rare, a choisi quand même une posture très réaliste dans la mesure où on a des discussions sur la musique contemporaine. Et le film commence d'ailleurs par une interview de Lydia Tarr, donc interprétée par Cate Blanchett, qui part un New-Yorker ou quelque chose comme ça aux États-Unis. Et alors on a quand même une assez longue discussion sur sa vision de la musique. Donc je dirais que c'est pas un film spécialement facile d'accès, parce que je pense qu'il faut pas spécialement s'y connaître en musique, c'est pas mon cas, mais au moins avoir un petit intérêt. Je pense que ça aide à apprécier le film. Sinon, ça risque de paraître terriblement abscon ou difficile en tout cas d'entrer dedans. Alors donc, pourquoi est-ce qu'on suit cette femme? En fait, c'est parce que c'est un personnage
personnage tout à fait complexe. Donc à la fois, elle peut... c'est un génie, c'est avant tout un génie, et elle peut être très sympathique, aider les gens, et en même temps terriblement cassante, jusqu'à se demander si est-ce qu'elle a des relations uniquement par intérêt ou si c'est désintéressé. Donc voilà. Le portrait psychologique, en tout cas, est extrêmement fouillé, extrêmement bien écrit et extrêmement bien interprété. C'est vraiment le très très grand atout du film. Elle paraît réelle. Cette Lydia n'a jamais existé. Peut-être qu'il s'est inspiré de personnes de vrais chefs d'orchestre. Mais en tout cas, sans en aller jusqu'à la dimension documentaire, on a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un de tout à fait réel en face de nous. Et ça, c'est formidable et c'est vraiment dû en grande partie, selon moi, à Cate Blanchett, quoi. Juste, t'as dit criminel, moi je dirais que c'est scandaleux de ne pas l'avoir récompensé pour ça, en tout cas. Je sais pas ce qu'il faut faire de plus, en fait, en tout cas, pour être récompensé si ça ne suffit pas. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord au niveau. J'ai aussi trouvé qu'il y avait une très belle intensité dans le film aussi. C'est un film qui est en fait porté par Cate Blanchett parce que je pense que personne d'autre. Je ne crois pas que ça. J'ai oublié le nom de l'actrice qui joue sa compagne dans le film. Je ne pense pas qu'elle soit listée comme meilleur second rôle. Nina Hoss. Ouais, Je ne connaissais pas. c'est vraiment. Je crois qu'elle a joué un rôle dans la série Homeland. Oui, oui, oui. C'est un film qui est porté par Cate Blanchett, donc c'est vraiment comme dans son art, donc elle est maestra. C'est un rouleau compresseur, donc elle a obtenu tous les prix. J'ai appris le nouveau terme EGOT. Je ne sais pas si tu te souviens, on en parle au Non. début du film. C'est en fait quelqu'un qui a obtenu un Emmy, un Grammy, Ah oui. un Oscar et un Tony Award. Et c'est un peu l'équivalent, on pourrait dire en sport, de GOAT, donc Oui. le meilleur de tous les temps, parce que c'est une liste très fermée, très, très exclusive. Donc, on parle même de ce genre de terme. Donc, c'est vraiment un génie incompris. Moi, j'ai bien aimé aussi les thématiques au niveau, les limites du pouvoir, parce que, évidemment, elle a un certain succès, du coup, elle a un certain pouvoir. Que peut-elle se permettre? C'est un petit peu vague aussi au niveau de ses relations. On parle peut-être d'abus. On l'accuse de certaines choses. Au final, il n'y a pas de procès, mais il y a un côté cancel culture où elle va un peu tomber de son piédestal. Donc, c'est un petit peu la chute d'Icare aussi, d'une certaine manière, où tout se passe bien au départ et puis petit à petit, elle a un peu des moments de folie où elle commence à devenir paranoïaque. On se demande même si le film va peut-être dériver et devenir un thriller. On aborde pas mal de choses dans un film qui ne dure que 2h, 2h30, si je me souviens bien. Oui, ce qui est déjà pas mal pour un film. Ouais, avec au final une renaissance. Donc c'est assez cyclique en fait. On commence tout en haut, elle tombe assez bien, et puis il y a quand même peut-être un espoir de renouveau vers la fin. C'était un thème original et tu parlais du dialogue avec Adam Gopnik, qui est en fait un vrai journaliste pour le New Yorker. Donc ça a ajouté un peu au réalisme du film. Et j'ai trouvé ce monologue était très intense, assez pointu. Oui. Et j'étais assez impressionné parce que il y avait pas mal de termes très spécifiques et la plupart en fait de la scène a été filmée, j'imagine, d'une seule prise parce qu'on ne voit que Cate Blanchett pendant à un moment, je pense 2-3 minutes. On est uniquement concentré sur elle et il faut pouvoir quand même déballer tout un vocabulaire qui est très spécifique, des phrases pas toujours évidentes. Elle a, je ne sais pas si c'est une formation, mais en tout cas, elle savait jouer de la musique. Et d'ailleurs, pour les besoins du film, elle a réappris le piano parce qu'elle ne pratiquait plus. Donc, elle était jusque-là. Donc, quand on la voit jouer à un moment qu'elle donne un cours, en fait, une sorte de masterclass, c'est vraiment elle qui joue du piano. Ça ajoute aussi au réalisme du film. Et ça montre aussi le travail, évidemment, qu'elle a souhaité faire parce qu'en soi, les gens qui sont doublés au piano, il y en a toujours au cinéma, ça fait illusion, il n'y a pas de problème. Mais elle a tenu quand même à aller jusque-là, ce qui démontre aussi un investissement dans son travail d'actrice et c'est à saluer. Et donc, à mon avis, dans tous ces termes, elle devait connaître au moins certaines choses. Je pense que ça facilite aussi, parce que c'est vrai que c'est pas un texte facile à apprendre, en tout cas toute la première partie, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est un peu avec le cœur brisé qu'on se rend compte que le film n'a rien gagné. Est-ce que tu te souviens de la date de sortie de ce film? C'est assez récent quand même, non? Oui, ça dépend peut-être des pays, hein, mais en Belgique, c'est fin janvier, début février, quoi. Donc on est, voilà, ça doit faire bien 6 ou 7 semaines qu'il est sorti. D'accord. Oh, il aura peut-être quand même encore une chance de gagner
pendant d'autres cérémonies, d'autres festivals aussi. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de choses maintenant. En tout cas, aux Golden Globes, elle a quand même eu la récompense de meilleure actrice. Donc ça, dans un film dramatique, ça, elle l'a quand même obtenu. Et à la Mostra de Venise, elle a eu le prix d'interprétation aussi. Donc non, je pense que niveau récompense, maintenant, ça se finit quand même. Mais voilà. Oui, et alors pour rester sur le thème de l'incompréhension, je pense qu'on peut peut-être passer au film Banshees of Inisherin, qui est un film qui commence assez bizarrement. Donc on a deux comparses, on est dans les années 20, je pense, sur une petite île au bord de l'Irlande, et on retrouve le fameux duo de In Bruges. Donc, on a Colin Farrell et Brendan Gleeson. Et ça commence de manière assez spécifique parce que Colin Farrell qui joue quelqu'un qui a... Quel est le terme politiquement correct? Un peu idiot, quoi. Oui, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu plus lent et qui a son meilleur ami, Colm, qui est joué donc par Brendan Gleeson. Et tous les après-midi, ils adorent passer du temps au petit bar du village parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part. Il doit y avoir 2 kilomètres entre chaque maison. C'est un petit peu l'impression qu'on a. Et l'île, d'ailleurs, donc tu disais bien, on est sur une île, elle est séparée du continent. Ouais. Et on entend de temps en temps les bruits de la guerre civile irlandaise qui est là. Mais la guerre, finalement, n'arrive jamais dans l'île. Ils entendent juste des coups de canon ou des choses comme ça. Oui, à moins que, parce qu'en fait, c'est une comparaison assez intéressante. On a les deux frères, entre guillemets, les deux amis qui sont presque frères, joués par Colin Farrell et Brendan Gleeson, qui commencent à se déchirer, un petit peu comme ce qui se passe donc, en Irlande, sur le continent, avec les deux Irlandes qui sont sur le point de se déchirer, qui se font la guerre. Si je me souviens bien, c'était pour décider si elles resteraient sous influence britannique ou non. Si j'ai bien... On voit en fait une guerre à deux niveaux. Donc il y a la guerre sur le continent et puis entre ces deux amis qui commencent à se déchirer. On ne comprend pas vraiment la raison. Colm, qui est un musicien local, refuse d'aller boire avec Padraig, qui est joué par Colin Farrell. Le pauvre Colin Farrell ne comprend pas ce qu'il se passe. Tout le monde dans le village lui demande ce qu'il s'est passé. Il est impossible de connaître le fin mot. Et il va commencer à en souffrir. Donc on voit petit à petit, il est dans une phase de déni au départ. Et puis il va essayer de l'accepter. Et puis son ami va lui manquer. Il va presque essayer de le forcer à venir boire avec lui. Mais c'est chaque fois rejet sur rejet. Donc lui, petit à petit, il perd espoir, les choses s'enveniment un petit peu. Et parfois, on fait une pause et on regarde alors au loin et on voit la guerre qui a lieu. On profite aussi de beaux plans de l'Irlande. La densité de population est assez faible à cet endroit-là du pays. Je trouvais que c'était un groupe, une sorte de microcosme avec uniquement des excentricités. On a une vieille dame qui joue un petit peu l'équivalent d'une sorcière qui pourrait être aussi comparée à la mort peut-être, la grande faucheuse. La sœur de Padraig, de Colin Farrell dans l'histoire, essaye de quitter coup pour coup cet endroit. Elle se rend compte qu'il n'y a rien de bon. Elle aimerait vivre la vraie vie avec des gens peut-être un peu plus à son niveau, de manière du point de vue culturel. Donc, avec toutes ces excentricités, ça nous fait un beau mélange avec une histoire plutôt touchante que j'ai trouvé aussi assez drôle par moments. Donc, on a le côté folk irlandais, des accents parfois à couper au couteau. Mm-hmm. Bon, je dirais, c'est ce que j'ai retenu. Qu'est-ce que tu en pensais, toi? Oui, moi ce qui m'a marqué aussi, c'est le fait que donc, cette île, comme ça, en fait, est très isolée. Et en fait, c'est des gens qui sont finalement très repliés sur eux-mêmes. Et je trouve que ce que ça illustre, c'est que c'est jamais bon de complètement se replier sur soi-même, puisque ça génère des comportements, en fait, violents. Et finalement, tout le monde en vient à avoir des comportements en tout cas, condamnables d'une manière ou d'une autre. Et ce que comprend justement la sœur de Padraig, c'est qu'elle doit partir pour éviter de devenir un peu comme tous ces gens. Ça, c'est ce qui m'avait marqué. Alors, ma deuxième chose qui m'a marqué, et j'étais d'ailleurs déçu qu'il n'ait pas de prix aussi, c'est le jeune Dominique, je pense, qui est un peu, en fait, un jeune homme dont le père est policier sur l'île et qui est qui se fait malheureusement tabasser par son père parce qu'il est un peu simple d'esprit, en fait, il manque, il a un retard mental d'une manière ou d'une autre. Et il est très touchant, en fait, ce jeune garçon. Et moi, je connaissais pas du tout l'acteur, c'est Barry Keoghan, je ne sais pas du tout comment on prononce. Il était nommé d'ailleurs, et
moi, je trouve que c'est la prestation que j'ai préférée finalement dans le film, quoi. Ça n'enlève rien, bien sûr, aux autres, hein, mais je trouve la petite touche qui était marquante. Et Oui, oui, évidemment, les décors sont beaux, mais ça offre justement une sorte de contrepoint entre les guerres personnelles et les paysages sublimes, quoi. On pourrait se dire, ah, ouais, on a vraiment une sorte d'antagonisme, parce qu'on pourrait se dire, oh, la nature est belle, tout va bien, les gens vont bien s'entendre, et en fait, pas du tout. non, c'est vrai. J'ai pas eu l'occasion de lire l'article, mais justement sur l'acteur Barry Keoghan dont tu parlais, je pense il est arrivé un peu dans le milieu du cinéma un peu par chance. C'est vrai que c'était aussi une belle performance. Je pense que je l'ai vu dans un autre film ou une série, mais je pourrais pas te dire ce que c'était. Et je vois qu'il a joué dans Dunkerque, notamment, de Christopher Nolan, mais Ah ouais. Et euh, dans Batman aussi, apparemment. oui, mais ça, j'ai pas vu, par contre. D'accord. Ah, de Batman, en fait. Mais de toute façon, dans Dunkerque, il n'avait pas. Ouais, non, il avait un petit rôle en fait, hein, donc pas vraiment notable. Parce qu'il a quand même une certaine filmographie. Je voyais quand même plusieurs films. C'est la première fois en tout cas que qu'il me marquait. Oui. Aussi dans la série Tchernobyl de HBO, Ouais. apparemment. Donc, oui. Ouais, c'est encore un film qui repart bredouille, hein, si je me souviens bien. Je pense qu'il n'y a rien eu du tout. Il est quand même peut-être une gamme en dessous de Tar, différent évidemment de Everything Everywhere at Once. Je ne sais pas s'il aurait vraiment eu le potentiel pour obtenir un Oscar. Peut-être du niveau, je ne connais pas le titre en anglais, la meilleure cinématographie, tu vois, au niveau des plans et peut-être. Ah, la meilleure photo, la meilleure Oui, photographie, tu veux dire? peut-être de ce côté-là, étant donné qu'on profitait évidemment des plans de l'Irlande, de cette île plutôt désertique. Aussi, je crois que ça a été plutôt bien filmé aussi de ce côté-là. Bah, c'est un film qui m'a laissé aussi une belle impression, qui était aussi plaisant à regarder. Alors ensuite, on a donc un film, on va peut-être passer à un film qui a gagné Et au moins un prix. on va Oui. peut-être juste préciser à ceux qui nous écoutent que la sélection qu'on fait ici est tout à fait subjective. C'est des films que nous avons vus. Donc voilà, il n'y a pas spécialement d'ordre. C'est un peu ceux dont on a envie de parler finalement aujourd'hui. Oui, le suivant en fait c'est All Quiet on the Western Front. Donc un film qui a gagné un prix, justement le prix de la photographie. J'en avais parlé récemment, donc le réalisateur c'est Edward Berger. Ça c'est un film vraiment qui m'a enthousiasmé. Si on parle uniquement des plans, il y a des grands plans qui sont magnifiques sur la campagne. C'est censé être à la frontière entre la France et l'Allemagne, plus ou moins dans cette zone-là, durant la Première Guerre mondiale. C'est basé sur un livre, ça a été écrit par Eric Maria Remarque. C'était en fait une œuvre de fiction qui a été écrite pendant l'entre-deux-guerres, qui était vraiment antimilitariste, qui a eu un beau succès. Et puis, quelques années après, avec la montée du nazisme, c'est un auteur qui a subi beaucoup de pression. Le livre a été, je pense, brûlé ou banni, étant donné qu'il essayait d'inciter tout le monde à rester pacifique. Il nous montrait les horreurs de la guerre. Et le film en soi, il est donc vu du point de vue allemand, donc qui est un point de vue qu'on ne voit pas tout le temps. Il y a quelques scènes de combat, mais on nous montre aussi que la guerre, c'est pas spécialement une affaire d'hommes. Mais on en voit en fait presque de très jeunes garçons. Ils ont à peine 18 ans, comme Chair à canon. Ajouter à cela les grands plans qui m'ont vraiment émerveillé. Et je trouve que c'est un film qui mérite son Oscar. Donc ça ne m'a pas surpris. C'est une réalisation Netflix. Je pense que ça a dû leur faire plaisir et je suis aussi content d'avoir pu le voir bien en avance. Ça doit valoir le coup au cinéma, un peu plus qu'en TV, mais ça reste vraiment une belle réussite, une belle adaptation à l'écran. Oui, le film a quand même obtenu, je pense, plusieurs récompenses, et dont celle aussi de meilleur film étranger. Malheureusement, puisqu'il était opposé à Klaus, donc Klaus qui ne l'a pas obtenu. Donc ça, c'est peut-être quand même la petite déception qu'il faut dire, hein. Et puis du côté polonais, il y avait le film EO aussi, qui était en lice, si je ne me Oui, trompe tout à pas. fait, tout à fait. Donc là, ces deux-là ont raté le coche, malheureusement. Je dois être honnête, ayant vu les trois films, pour la meilleure photographie, je pense que EO aurait pu aussi avoir des arguments. Ce sont vraiment les deux films qui m'ont vraiment convaincu l'an passé. Close, l'histoire était un peu différente, peut-être que ça n'y portait pas. Ce qu'on disait en fait, c'est qu'aux Oscars, il faut vraiment faire campagne et que plus on a de moyens, plus c'est facile pour faire campagne. Bon, le petit Lucas Dont avec ses petits producteurs à côté de Netflix, évidemment, c'est pas la même chose, quoi. Non, mais pourtant, je n'irais pas jusqu'à dire que le prix est volé. Ici, je pense que Ah non, non, pas du ça tout, reste hein. assez ça reste mérité. Ouais. Mais ce sont quand même trois films qui m'ont vraiment bien plu, non? Oui. Alors,
proposerais maintenant qu'on parle peut-être de After Sun de Charlotte Wells. Alors ça, c'est un film qu'on a vu tous les deux aussi. Et alors pour le coup, il n'était pas nommé dans les catégories de meilleur film, il me semble, mais c'est surtout pour son acteur principal, Paul Mescal, c'est ça? Mais voilà, alors qu'est-ce que ça raconte After Sun? En fait, on retrouve un père et sa fille qui essaient, enfin, le père en tout cas essaie un peu de, je vais dire de renouer, mais donc sa fille, elle a quelque chose comme 12 ans, je pense, dans le film. En tout cas, elle est encore assez jeune, va progressivement devenir ado, et il se dit, en fait, c'est peut-être le dernier moment où je peux essayer de faire quelque chose avec elle. Imagine, c'est pas très bien expliqué s'il a la garde ou quelque chose comme ça, mais ça donne l'impression en tout cas qu'ils ne se voient pas très souvent. Et donc pour ce faire, ils décident de partir en vacances en fait. Et ils se retrouvent dans une espèce de... C'est en Turquie, si je me souviens bien, un hôtel comme ça, un peu miteux. Alors, il est possible apparemment d'être en mode all-inclusive, mais eux évidemment, comme lui, il n'a pas spécialement beaucoup d'argent, et ils n'ont pas le bracelet pour pouvoir avoir accès à tout. Donc non seulement l'hôtel est un peu miteux, mais en plus, ils n'ont pas accès à toutes les prestations, en tout cas à tout ce que l'hôtel peut offrir, quoi. Et donc, en fait, dans le film, finalement, il ne se passe pas énormément de choses, si ce n'est la relation entre ces deux personnes. La fille qui se fait aussi quelques relations, quelques amitiés sur place. Et j'ai envie de dire, c'est à peu près tout. Je voulais en fait aller voir le film surtout pour ça, hein, pour voir un peu cette relation, ce que ça donnait. Et je dois dire que j'étais un petit peu déçu quand même parce qu'il peut tout à fait ne pas se passer grand-chose dans un film, mais alors pour moi, il faut des scènes avec une certaine intensité dramatique, et c'est un peu ce qui manquait. On n'a pas, je sais pas qu'il faut des larmes ou des choses comme ça, des gens qui s'engueulent ou des choses, voilà. On n'est pas obligé d'aller dans tous ces excès-là, mais en tout cas, qu'on ressente un peu plus l'émotion des personnages. Et là, on reste un peu je trouve que le spectateur reste un peu à l'écart, en fait. Oui, et même l'acteur principal, donc, j'ai trouvé qu'on ressentait une certaine émotion et donnait l'impression vraiment de voir sa vie et sa fille lui filer entre les doigts. Donc, petit à petit, il se rend compte il a un peu raté sa carrière. Il a un job qui paye pas tant que ça, où il est entre plusieurs emplois. Bon, son couple ne va pas étant donné qu'ils se sont séparés. Donc, tu disais là, alors, il y a une sorte de garde alternée ou peut-être il peut simplement voyager avec sa fille pendant une semaine ou deux. Pas forcément l'air d'avoir un réseau d'amis très fixe. Et il est un petit peu perdu en fait là-dedans. Et c'est l'impression qu'on nous donne. Et étant donné qu'il est perdu, ça aussi limite l'intensité. Parce que j'imagine qu'il est assez difficile de jouer quelqu'un de perdu et d'avoir une intensité assez intense aussi dans le film. On le voit souvent, il y a une des scènes vers la fin, il est assis au bord du lit. Donc ils ont un caméscope qu'ils utilisent pas mal pendant les vacances. Il se remémore ses souvenirs. C'est souvent passif aussi. Ouais. Il est passif, il est assis, il regarde un petit peu les événements avoir lieu autour de lui. Il est parfois un petit peu actif quand il parvient à s'occuper de sa fille. Ils vont jouer au billard, mais malheureusement, elle commence à jouer avec d'autres ados un peu plus âgés, donc il redevient passif. Il passe son temps sur la chaise longue. Je crois qu'il a peut-être une ou deux sorties le soir où il revient en fait, se jette même dans la mer, je crois. Il est ivre. Et c'est peut-être un petit peu là le seul genre d'intensité que l'on voit, mais c'est toujours avec une certaine distance aussi. Ouais, On le voit c'est ça. s'éloigner, on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais on est vraiment spectateur. Oui, on manque un peu de clés finalement pour comprendre ça. Parfois un peu dommage, hein, parce que je trouve qu'il y a des idées de mise en scène intéressantes, hein, le fait d'utiliser ce caméscope, tout ça, il y avait moyen de faire quelque chose. C'est un premier film, hein, il faut aussi le mentionner. Peut-être que c'est pas complètement encore abouti. Il y avait moyen d'en faire, je pense, quelque chose un petit peu mieux. Ouais. Il y avait quand même une belle synergie entre les deux acteurs principaux. Je trouve qu'on ressentait, je crois que ce qui a été bien retransmis à l'écran, c'est le départ progressif de sa fille. Donc, elle arrive comme enfant, entre guillemets, dans ce camp, et petit à petit, sur l'équivalent de quelques jours, ou une semaine ou deux, elle devient ado, et elle essaye de se détacher un petit peu de son père. Elle commence à le traiter de manière un petit peu différente, donc avec peut-être un petit peu moins de respect, mais sans être insultante. Elle prend ses distances, elle parvient parfois un peu à se moquer de lui, un peu à rigoler de lui, alors qu'au départ, elle semble vraiment très dépendante pour beaucoup de choses. Il la traite comme sa petite fille, et puis il se rend compte qu'il doit la traiter comme une ado après quelques jours sur place. Ça restait quand même aussi un bon moment de cinéma. Peut-être quelques longueurs au début, surtout. J'ai eu assez peur, en fait, sur les premières scènes. J'ai cru que tout le film suivrait un petit peu ce genre de rythme. Ça s'améliore après. Pour parler d'un film avec pas mal d'action, ou au moins d'énergie, le film Elvis, du réalisateur Baz Luhrmann.
Donc Elvis, évidemment, on parle musique, c'est un biopic sur le chanteur qu'on ne présente plus. Le rôle interprété par Austin Butler, comme second rôle Tom Hanks, le manager d'Elvis, qui d'ailleurs a reçu, si je ne me trompe pas, 2 Razzies, qui sont en fait des anti-Oscars. Et c'est vrai que, en commençant le film, l'accent qu'utilise Tom Hanks, il est censé jouer un immigré néerlandais qui a eu des problèmes avec la justice, je pense, au pays, et qui maintenant s'occupe d'un cirque. Il essaye d'être promoteur de cirque, promoteur de certains chanteurs. Il tombe un peu par hasard sur Elvis et directement il sent le bon coup. Lui, il parvient à marchandiser. Déjà à l'époque, il essaie de marchandiser un petit peu tout et il va tourner Elvis en produit. Il y a même une scène où on va voir des logos ou des pins "Je déteste Elvis" qui sont produits en fait par Elvis lui-même, et parce qu'il se dit que si ça se vend, on vend à ceux qui aiment Elvis, on vend à ceux qui le détestent, on s'en fout, c'est de l'argent. Et donc on va un peu suivre donc un petit peu ce binôme à travers la carrière d'Elvis, à partir des débuts. On passe toutes les chansons connues en revue. Et en fait, ce qui manque peut-être un peu dans le film, c'est qu'on va avoir une bonne impression dans son influence musicale. Donc des débuts avec je pense bien, il y a la culture noire américaine, on le montre comme étant quelqu'un d'engagé, qui a des racines aussi dans un quartier noir aux États-Unis. Il est assez proche, il est bien intégré, mais la figure d'Elvis en lui-même, on reste assez détaché de tout ça. Donc, on va comprendre, on va entendre ses chansons, on va voir ses premiers enregistrements en studio, par exemple. On prend aussi ses premières interviews, les premiers concerts, mais on manque un petit peu le côté biographique d'Elvis. On ne parvient pas vraiment à comprendre le personnage, au-delà peut-être des costumes, de la paillette, de la sueur et tout ça. On ne s'intéresse pas vraiment à Elvis lui-même. On regarde les chansons, le produit, avec un petit peu de drame, évidemment, à la fin. Donc, on connaît lui, malheureusement, il a été pressé, il a été aussi enfermé dans un contrat assez compliqué, où son manager obtenait 50% de ses gains ou plus, où il a été presque obligé de jouer pendant 7-8 ans dans un hôtel à Las Vegas, interdit de sortie, étant donné qu'il devait jouer plusieurs fois par semaine ou presque même tous les soirs. Donc, il n'a jamais eu en fait cette carrière internationale dont il rêvait tant à cause de son manager qui l'a gardé en Amérique, qui lui a interdit en fait toute sortie. Donc, sa seule sortie, c'était à l'époque, c'était pendant son service militaire. Il a pu faire un passage en Allemagne, mais c'était vraiment totalement détaché de sa carrière de chanteur. Quand même une belle performance de l'acteur principal. Je pense que Austin Butler aurait peut-être pu aussi revendiquer un Oscar. C'était une belle performance, très énergique. Tom Hanks qui traînait un petit peu le film, qui peut-être pourrait être une sorte de... C'est peut-être pas son meilleur rôle, on va dire. Et un film sans être fan d'Elvis qui était plaisant à regarder aussi. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi, et je pense que c'est ce que j'ai entendu dans la presse ou lu dans la presse, c'est que on n'a pas besoin. Bon, le problème des biopics, c'est que souvent c'est qu'on doit avoir un certain intérêt pour la personne qui est comme ça montrée à l'écran. Et je dois reconnaître que voilà, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse particulièrement, mais que voilà, on peut vraiment passer au-dessus de ça parce que le film en lui-même vaut vraiment la peine d'être vu. Oui, et c'est aussi un petit bout de l'histoire. On passe à travers plusieurs phases. Bon, il a eu une vie assez courte, à peine la quarantaine, si je ne me trompe pas, mais on passe à travers plusieurs phases de l'histoire américaine aussi. Il y a toujours donc l'importance des luttes sociales, des tensions raciales en fond du film. Il y a le côté aussi tout marchandisé aux États-Unis qui commence déjà à l'époque, donc c'est aussi intéressant de voir ça de ce côté-là. Et je pense d'ailleurs que même on a la partie de la vie d'Elvis, donc vers la fin, son déclin a été presque ignoré. Donc c'est un passage, je pense qu'il y a plus ou moins 10-15 minutes qui nous sont montrées là-dessus. Peut-être par respect ou par pudeur, on évite de montrer trop de scènes où on le voit vraiment très gros, bouffi, chantant sur scène, alors que ce sont quand même des souvenirs que moi j'avais, la photo que j'ai vue sur la guerre d'Elvis, la photo réelle. Là, il y a une certaine mise en retrait. On évite de trop l'accabler, de trop accabler la légende. Donc on suggère un petit peu ce qu'il s'est passé, mais on ne le voit pas tant que ça dans de mauvaises conditions. Donc je le recommande. Donc c'est le
premier biopic. Il y aura ensuite un autre biopic dont je parlerai un petit peu plus tard. Mais là, je pense que c'est l'heure de Fabelmans avec Steven Spielberg comme réalisateur. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est tout récent, hein. Donc c'est encore extrêmement frais dans ma tête parce que j'ai vu il y a quelques jours. Je dis tout de suite, hein, c'est déjà mon coup de cœur de l'année, donc je ne vais en dire que du bien. Bon, on en a déjà beaucoup parlé dans la presse, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup sur qu'est-ce que ça raconte. Donc, ouais, voilà. C'est en fait l'histoire d'un jeune garçon qui, bon, on voit au début du film, en tout cas, qui a peut-être quelque chose comme 5 ou 6 ans, qui pour la première fois va au cinéma et a une sorte de révélation en fait, hein. Donc il avait un peu peur au début d'entrer dans la salle et quand il se retrouve devant l'écran, ben, il est tout à fait fasciné, notamment par une sorte d'accident de train qui est comme ça représenté à l'écran. Alors à partir de ce moment-là, il n'aura de cesse de reproduire un peu cet accident avec un train électrique. Et puis plus tard, ben, il va avoir sa première caméra, il va tourner ses premiers petits films avec ses amis finalement. Voilà, donc c'est le récit vraiment de cette passion qui deviendra finalement son métier. Alors ce qui est je trouve assez amusant aussi. Bon, c'est l'histoire d'un garçon comme ça dans les années, je sais pas, 50, 60, années 60 peut-être plutôt. D'ailleurs, c'est à quel point c'est du bricolage de cinéma en fait à cette époque-là. Oh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on fait tout avec, on peut tout faire avec, on peut même faire un film avec un GSM à la limite, pour aller jusque-là. Et là, ben, forcément, il utilise des bandes. Alors, il y a tout un aspect bricolage. Ben, comment est-ce qu'on peut faire créer des effets spéciaux entre guillemets? Ben, en faisant des petits trous dans la bande. C'est comme ça en tout cas qu'il trouve quelqu'un d'assez inventif et alors qui est en fait déjà extrêmement doué dès le début parce qu'il a un regard, il a des idées. Alors donc on s'en cache pas. Donc ça s'appelle The Fabelmans puisque ça raconte en même temps la famille de ce garçon qui devient adolescent et puis finalement adulte. On s'en cache pas, hein, donc c'est un peu l'histoire de Spielberg, mais pas complètement. Donc c'est pour ça que le parti pris a été de ne pas reprendre son propre nom, bien sûr, mais donc fortement inspiré de sa vie. Donc il y a cette dimension finalement un peu pudique, je trouve, qui est, ben, je ne vais pas déballer voilà, tout ce que je suis, tout ce qui s'est passé dans ma famille. Je vais quand même garder un peu de distance parce que du coup, on peut tout à fait accepter le fait que ce soit romancé. Voilà, on va moins avoir, je trouve, la tentation de se dire ah, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Parce que d'abord et avant tout, et c'est ce que je répète aussi en littérature, il raconte une bonne histoire. C'est ça vraiment la base du film. Alors donc c'est très touchant, très intimiste finalement. Je trouve que le jeune garçon, donc au départ c'est un petit garçon, mais très vite en fait c'est pas la plus grosse partie du film. La plus grande partie du film c'est un jeune qui s'appelle Gabriel Labelle, dont c'est le premier grand rôle au cinéma. Je le trouve vraiment très très bon en fait. C'est un peu une révélation du film aussi. Alors sa mère est jouée par Michelle Williams. Michelle Williams que j'avais déjà beaucoup apprécié dans Manchester by the Sea. J'ai eu l'occasion de parler il y a quelques podcasts ici, et qui en fait interprète comme ça le rôle de la mère de ce jeune Samy, qui est un peu bipolaire en fait, hein. Donc voilà, donc, ce qui fait que les relations dans la famille sont parfois un peu difficiles. Voilà, et donc évidemment c'est l'histoire de cette révélation et puis de cette passion qui finalement va être transformée en métier. Je trouve que ça reste finalement assez universel aussi, parce que pour lui c'est le cinéma, mais ça pourrait être d'autres passions. On arrive vraiment à comprendre à quel point en tout cas le cinéma doit faire partie de sa vie. Et ça, on a quelque chose finalement d'universel parce que pour chacun d'entre nous, ça pourrait être une autre passion. Ben, lui, il a trouvé sa voie et sa voie, c'est celle-là. D'ailleurs, il va devoir, dire, son père ne va pas être très enchanté avec ça parce que autant d'un côté, on a la mère qui est très émotive et donc qui est artiste elle-même puisqu'elle joue du piano, qui va plutôt le soutenir. Et d'un côté, on a le père ingénieur, très carré, pour qui, bah non, tu peux pas faire ta vie avec ça, c'est juste un passe-temps. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas uniquement, il n'y a pas le côté dramatique, il y a pas mal d'humour dedans, et notamment la dernière scène qui est aussi, je révèle rien en disant ça, de toute façon je vais pas la raconter, mais qui est à la fois drôle et à la fois fondatrice. On a David Lynch qui joue comme ça le rôle du réalisateur John Ford, je pense, j'espère ne pas dire de bêtises, que Spielberg a sans doute véritablement rencontré parce que ça semble tellement vrai en fait. On a voilà, à la fois de l'humour et à la fois, ben, voilà ce qui va faire que maintenant il va pouvoir se lancer dans le cinéma. Et voilà, donc voilà, j'ai vraiment été très très touché par ce film, même si voilà, c'est pas du tout comme je le répète, c'est pas du tout mon univers. Très émouvant, intimiste à la fois. Voilà, très très grande réussite, je trouve,
un film vraiment, vraiment sublime, quoi. D'accord. Ouais, du coup, j'irai le voir aussi. J'avais des doutes jusque-là. J'étais pas spécialement très fan à l'idée de savoir que, par exemple, Spielberg s'était dit qu'il allait faire un film un peu sur. Est-ce qu'on dit un autobiopic? Un autopic? Comment est-ce que tu dis ça? Tu peux créer le mot. J'étais pas très tenté par l'idée d'un autopic et je trouvais ça un petit peu Narcissique. peut-être narcissique, oui. Quoique, bon, ça existe un format littéraire, donc pourquoi pas. Mais au final, je pense qu'il y avait quand même quelques scènes dans les trailers que j'ai vus qui me tentaient. Donc, s'il est encore disponible, s'il est encore accessible dans les salles, je tenterai d'aller le voir. Franchement, on n'est pas du tout dans l'autocomplaisance. Non, Parce qu'en plus, j'avais peur de ça, oui. oui, mais pas du tout. Je dirais que d'ailleurs le film s'appelle The Fabelmans, c'est-à-dire le nom de la famille, c'est aussi l'histoire de la famille en même temps. Donc Ok. certes, il y a voilà, le récit initiatique de ce jeune garçon, mais en même temps, c'est comment faire dans sa famille, qui est la sienne, qui est aussi une famille juive. Ça a son importance dans le film à certains moments. Donc ça se limite pas à ça. D'ailleurs, à un moment, dans sa jeunesse, il va tout à fait abandonner le cinéma. Il y revient. Je ne vais pas raconter pourquoi, bien sûr, et il y reviendra finalement parce que c'est plus fort que lui finalement. Ouais. Donc voilà, vraiment, on peut pas l'accuser de complaisance envers lui-même. Ça va vraiment au-delà de ça. Ok. Et alors, vu qu'on parlait de biopic, de autopic, un troisième dans la même gamme, c'est King Richard, qui date en fait de l'an passé. Français, ça a été traduit par La méthode Williams. Et c'est le film pour lequel Will Smith a gagné, on l'oublierait presque, il a gagné le prix du meilleur acteur. C'est l'an passé, ça alors. C'était l'an passé. Et en fait, d'un point de vue chronologique, il y a l'histoire de la gifle. Et puis, juste après, il a reçu l'Oscar. Donc, c'est un ordre assez intéressant. Le film en lui-même m'a aussi vraiment enthousiasmé. Donc, on parle, la méthode Williams, on fait référence au père, donc Richard Williams, et à sa famille, et notamment à ses deux de ses filles, Venus et Serena Williams. Donc, on connaît évidemment pour leur parcours en tennis. Et c'est un film qui va se concentrer pas uniquement sur ces deux joueuses, parce qu'en fait, c'est Will Smith et Richard Williams qui prend la plus grosse partie du film. On va le suivre à partir de la petite ville qui est en fait dans les quartiers assez chauds aux alentours de Los Angeles. Donc, c'est le quartier de Compton, qui est un quartier assez compliqué, très pauvre, avec une violence omniprésente. On part de là, on part avec un coach de tennis un peu qui bricole, qui est sans expérience très concrète, qui apprend à partir de magazines de tennis pendant ses heures de veilleur de nuit et qui va commencer à coacher ses enfants et surtout en fait Vénus et Serena. Et il détecte un certain talent, une certaine envie aussi. Elles parviennent à répondre à ce challenge et on va les suivre petit à petit à travers leur voyage vers le début du top. Donc on commence, je crois qu'elles ont plus ou moins 12-13 ans si je me souviens bien. Ils vont d'abord commencer à prospecter pour avoir un coach, essayer d'avoir des leçons gratuites de tennis par un coach renommé. Donc il va essayer de convaincre pas mal de personnes du milieu, il va téléphoner, essayer de un petit peu se construire un réseau, convaincre en se basant sur la méthode Williams. Il a écrit une sorte de pamphlet, un petit guide avec 60 ou 70 étapes à suivre. Il a une vision vraiment très précise de comment arriver jusqu'au top. Il se rend compte de ses propres limites au niveau tennistique, mais il parvient à leur insuffler un peu cette rage de vaincre, cet esprit positif, d'amélioration continue. Et il va essayer de leur offrir une voie royale vers le succès. C'est une performance, je dirais quand même exceptionnelle de sa part. J'ai lu quelque part qu'il s'agissait du meilleur rôle de sa carrière. Je l'ai vu dans pas mal de films, je serais assez d'accord. Il joue Richard Williams qui est quelqu'un qui est quand même déjà dans la cinquantaine, qui se tient pas toujours pas très droit, qui boitille un petit peu, qui parvient à s'engueuler avec sa femme, mais qui ne doute jamais. Donc il parvient à nous transmettre tout cela en faisant parvenir un petit peu à travers son personnage ce côté classe populaire aussi. Non, on voit il est très motivé, il connaît ses limites aussi, mais il ne lâche pas l'affaire. Ce qui est bien, c'est qu'on voit donc cette dynamique au niveau familial aussi, avec un passage comme on dit en anglais, de presque rien jusqu'au sommet.
J'ai vu aussi que pour le rôle, au moins une des deux jeunes actrices a pris pas mal de leçons de tennis, parce qu'on les voit quand même jouer assez souvent, pas uniquement de dos, où on pourrait essayer de faire, on pourrait placer une autre actrice à la place. Donc on les voit jouer, donc elles ont passé pas mal de temps, jusqu'à 5 jours par semaine, pour pouvoir essayer d'imiter les sœurs Williams sur leur technique, leur approche, leur style de jeu, de déjà pouvoir le représenter à l'écran correctement. Donc ça, il y a aussi eu pas mal de boulot aussi en amont pour donner une bonne performance, même si les filles donc les deux sœurs Williams ont un rôle, vraiment un second rôle presque. Elles passent presque inaperçues, étant donné que tout tourne autour du père Williams, Richard Williams. Ouais, en tout cas, ce qui est, je trouve tout à fait fascinant, c'est leur longévité, en tout cas, puisque bon, maintenant, Serena Williams, j'avais peur de dire est-ce qu'elle a pris sa retraite, mais oui, ça fait depuis septembre 2022, donc pas si longtemps que ça. En ayant commencé extrêmement jeune, et donc elle avait 41 ans quand elle a pris sa retraite. Et bon, elle jouait encore au sommet, hein. Enfin, au sommet, elle n'était peut-être plus dans le top 10 ou top 20, mais en tout cas, elle gagnait encore des matchs, quoi. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel dans le monde du tennis, et en particulier chez les femmes. Oui, et si je ne me trompe pas, après 2 accouchements, je pense qu'elle a fait 2 pauses carrière, oui, tout à fait. et il fallait revenir. C'est pas toujours donné. Par exemple, au niveau belge, Kim Clijsters a essayé, ça n'a pas été facile. Je pense qu'elle était sur le point de revenir sur le circuit en bonne forme. Ouais. Mais il y a eu le début de la crise Covid à ce moment-là, donc ça a été assez compliqué. Mais pour revenir au top, c'est un beau challenge. Et puis, je veux dire, sont pas mes joueuses de tennis préférées. Au niveau belge, on a quand même eu quelques gloires au début des années 2000. Je préfère ce style tennistique-là, mais il faut remarquer, il faut reconnaître la performance exceptionnelle des deux sœurs aussi, et le fait de pouvoir, du père Williams, d'être parvenu à les amener, enfin à les aider à accéder au sommet. Ce qui était intéressant dans le film, c'est l'approche. Lui, il prend une approche différente. Donc, par exemple, tous les juniors passent en général par des tournois juniors. Lui, il refusait, il s'est concentré sur la pratique du tennis. Il a refusé tout accès au tournoi junior le plus longtemps possible. Il a aussi essayé de leur donner une éducation qui leur ferait garder les pieds sur terre. Il prenait l'exemple de Capriati et d'autres jeunes joueuses à l'époque, ou même jeunes joueurs, qui, après avoir gagné 10 000, 100 000 dollars, perdaient la tête, commençaient à boire, à faire la fête, à se droguer, à être mal entouré. Il s'est basé sur ces expériences-là pour éviter que ces filles ne suivent le même chemin. Bon, ça a bien aidé, parce qu'elles ont toujours pu se concentrer uniquement sur leur carrière, toujours être 100% professionnelles. Donc ça, c'est aussi une belle réussite de sa part là-dessus. Donc moi, je dirais que ça reste un film plutôt biopic dans un domaine un peu différent. Le sport ou la musique sont des thèmes qui sont peut-être pas toujours vendeurs, mais ici c'est une très belle réussite, donc je le conseille aussi. Avec une belle synergie aussi entre l'acteur principal et sa famille. Donc on a l'impression de voir une vraie famille à l'écran, de belles interactions entre les différents membres de la famille.